Bonjour Grégoire Moutel. Bonjour. Vous êtes donc le président du CODEM. Vous allez nous expliquer dans quelques secondes ce qu'est le CODEM. On est ici sur le stand du LEM avec une thématique très forte pour Santé Expo autour de l'usage de l'intelligence artificielle. Et je souhaitais avoir votre regard en tant que président du CODEM sur l'usage aujourd'hui de ces technologies, de l'intelligence artificielle, de l'IA générative. Qu'est-ce qu'elle apporte pour l'industrie du médicament ? Bien, alors un tout petit mot sur le CODEM, qui est une instance indépendante, comité de déontologie et d'éthique des entreprises du médicament, qui a pour première mission, qui n'est pas toujours une mission réjouissante, mais essentielle, de rappeler qu'il y a des règles dans les partenariats publics-privés et que l'entreprise du médicament a fait d'énormes progrès ces dernières années, mais énormes progrès qui nécessitent toujours une vigilance et un comité qui est là pour accompagner les adhérents à respecter les règles de bonne pratique lorsqu'il y a des partenariats, en particulier avec les professionnels de santé, lorsqu'il y a de la création d'événements scientifiques type congrès. Et en regard de ça, rappeler aussi que le secteur a besoin d'être investi dans ce domaine-là parce que sinon le système ne fonctionne pas. Voilà. Donc on est une instance d'autorégulation qui sanctionne des fois, mais qui surtout accompagne vers des bonnes pratiques. Alors effectivement, j'ai la chance et l'honneur de présider le CODEM, qui est le comité de déontologie et d'éthique des entreprises du médicament. Par ailleurs, moi je suis professeur de médecine légale et droit de la santé, ce qui me permet de souligner que je n'ai aucun lien avec le médicament en termes de prescription, d'influence thérapeutique, et j'ai été choisi pour ça. Et le CODEM est là pour faire respecter ce qu'on appelle les dispositifs déontologiques professionnels, c'est-à-dire des règles qui ont été d'une part issues de la loi, en particulier la loi Bertrand, la loi anti-cadeau, mais également des règles déontologiques issues de l'Europe, du code FPIA, qui visent à dire que les partenariats publics-privés doivent être régulés pour être raisonnables, éviter en particulier la notion, le grand débat sur le conflit d'intérêts. Voilà. Donc on est une instance déontologique qui accompagne, mais qui aussi sanctionne les mauvaises pratiques. Et par ailleurs, c'est aussi le comité d'éthique du LEM qui peut être saisi sur des sujets sociétaux, et en particulier, il a été saisi sur la question de l'intelligence artificielle dans le secteur des entreprises. Alors, on en parlait en introduction, l'IA, elle est partout ici à Santé Expo, on le voit avec beaucoup d'éditeurs, beaucoup également d'acteurs hospitaliers. Vous, plus précisément pour les industries du médicament, quel usage vous voyez, qu'il soit interne ou externe ? Alors moi, je peux témoigner du travail qui a été fait justement lors de cette saisine du CODEM par le conseil d'administration du LEM, qui était en gros de faire déjà un état des lieux des situations d'usage. Alors, ils sont nombreux, on ne va pas tous les évoquer, mais c'est important de dire qu'une entreprise du médicament, son métier premier, c'est de développer du médicament. Excusez-moi d'être pragmatique, mais pour développer du médicament, il faut de la donnée de santé. Il faut pouvoir repérer des patients, savoir où ils se trouvent, est-ce qu'ils correspondent à des profils pathologiques particuliers, est-ce qu'ils sont éligibles par exemple à des essais cliniques. Donc vous voyez que c'est déjà un lieu où l'IA va permettre et performer le ciblage. Voilà. Ensuite, dans un tout autre registre, et c'est là peut-être que la déontologie est intéressante, on sait que l'IA peut avoir une finalité d'ordre promotionnel ou marketing, aider à mieux présenter un médicament sur le marché, aider à mieux repérer les professionnels de santé qui en aient besoin, tout ça étant pour moi positif, mais on voit aussi les dérives qu'il pourrait y avoir, donc l'idée de se dire il faut que l'IA soit bien conçue pour qu'elle ne déborde pas sa mission première d'informer sur l'évolution du médicament et par exemple qu'elle n'ait pas une mission d'influencer un prescripteur. C'est un bel exemple. On peut donner un troisième exemple qui montre que l'industrie du médicament est très concernée par cette question de l'IA, c'est qu'aujourd'hui il y a un débat aussi sur la gestion des pénuries et de l'accès aux médicaments pour le quotidien des Français. Des logiciels performants de gestion de stock sur un réseau national, à l'aide de l'IA, peuvent être un formidable outil d'amélioration. Donc il ne faut pas avoir peur de l'outil. Il faut se dire qu'il est essentiel au secteur. Voilà les trois exemples qu'on pourrait par exemple donner pour que chacun s'interroge et voit la pertinence de cette IA dans les entreprises de médicaments. Alors, ma dernière question elle est plutôt au professeur que vous êtes également. On sait que la partie formation, c'est un vrai enjeu sur la santé numérique et également sur l'intelligence artificielle. On a eu l'occasion dans l'œil de la santé d'interviewer Monsieur le ministre de la Santé et de l'Accès aux soins, Dr Yannick Neuder, sur cette démarche essentielle de former les professionnels de santé. Quelle est votre perception sur cette nécessité auprès des acteurs que vous côtoyez au quotidien ? Alors, je change de casquette parce que moi j'ai la chance d'être très impliqué dans la vie des facultés de médecine en Normandie, donc au sein de ce qu'on appelle Normandie Université, où effectivement c'est désormais un axe de formation, donc c'est important de le dire, on n'est pas en retard. Et en fait, il y a trois angles de formation qui se développent et qui me semblent importants. Le problème, c'est
de dire que de toute façon, les professionnels de santé feront usage. Voilà, et d'arrêter de dire ils n'en feront pas usage parce qu'on a peur. Ils en feront usage. Et la question qui renvoie au cadre européen sur la responsabilité médicale, c'est de dire c'est un appui d'aide à la décision, mais ce n'est pas un substitutif. On dit à tous les professionnels de santé, ces outils ne viendront pas remplacer le professionnel de santé, ce qui renvoie à une crainte aussi des citoyens. D'accord ? Mais ça peut être un plus. Et il y a beaucoup de domaines, en dermatologie, en lecture de mammographie, en lecture de radiologie, où la machine est meilleure que l'homme. D'accord ? Et dernier volet, on sait que là où il y a pénurie aussi de professionnels de santé, ça peut être les moyens de faire un screening des urgences d'un patient et de l'accès aux soins. Donc ces outils, ils doivent être intégrés à la pratique. Donc déjà, on intègre. Ensuite, dans le volet formation, on développe cette question de la vigilance humaine, de dire aussi, attention, l'outil peut se tromper, ou l'outil peut ne pas être pertinent par rapport à cette situation singulière. Donc gardez votre esprit critique, gardez votre libre arbitre. Donc ça, c'est un gros volet aussi de la réflexion qui croise un peu aussi une réflexion éthique au passage. Et puis le troisième élément qui est d'ordre général mais déjà connu dans le système de santé, c'est la question de la protection des données. Puisque en fait, on est très attaché au secret professionnel, au secret médical, et que ces outils dans le grand public donnent l'impression vertigineuse que tout s'ouvre à tout le monde. Qu'on va avoir des prestataires externes, ce qui est vrai, qu'on va faire appel à des nouveaux fabricants de logiciels ou d'outils, et que tout le monde va avoir de la donnée. Donc il faut que cette donnée soit sécurisée, mais ce qui est quand même le cas, il faut quand même le rappeler avec le système RGPD, mais voilà, en gros c'est les axes de formation qu'on essaie de promouvoir. Monsieur le Président, merci pour votre propos. Quand on parle de formation, je crois que dans quelques minutes, vous allez donc donner une conférence sur l'usage de l'IA. Preuve en est qu'il faut continuer à former sur ce domaine de l'IA en santé. Est-ce que je peux rebondir ? Parce que quand même, je suis là aussi en tant que président du CODEM. Tous ces enjeux de formation dont on vient de parler sont des enjeux de formation qui sont nécessaires au sein des entreprises du médicament. Et moi, je tiens à souligner le caractère volontariste et positiviste de ce secteur qui dit on est conscient que nos professionnels vont faire face à des nouvelles questions et on doit les former aussi en interne. Donc vous m'avez interrogé sur la formation des étudiants en santé, mais il est important de dire aussi que les acteurs des entreprises du médicament seront aussi formés à ces enjeux-là. Des sujets qu'on va continuer à porter dans l'œil de la santé. Merci Monsieur le Président. Merci. Alors donc Mélodie Montéard, moi je suis chargée de mission numérique et données de santé au LEM et j'accompagne les industriels du médicament sur les sujets du numérique, des données de santé et des solutions numériques en santé. Donc effectivement il y a quelques mois on a initié une réflexion pour mieux faire savoir le rôle des entreprises du médicament dans le numérique en santé, dans l'accompagnement de ces startups qui développent ces solutions. Et on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait souvent un problème dès les premiers échanges, de comprendre les enjeux, les attentes de chacune des parties. Et on avait besoin de remettre à plat finalement ces besoins pour que les deux parties se comprennent mieux et optimiser ces échanges en vue d'une collaboration. Donc le savoir, c'est le pouvoir. Donc mieux comprendre ce qu'attend un interlocuteur, ça permet de mieux préparer les rendez-vous et de finalement peut-être mieux positionner sa solution en fonction de son interlocuteur, en fonction de sa cible dans l'industrie pharmaceutique. Puisque chaque entreprise a sa propre stratégie en open innovation. Pour autant, il y a quand même des us et coutumes, des règles ou des conseils qu'on pouvait justement donner à ces startups. Donc on s'est naturellement associé à France Biotech, qui représente justement la health tech et ses acteurs, et on a coécrit ce guide qui se veut vraiment très pratique, avec des conseils pratiques sur comment se présenter, quelles sont les questions qu'on doit se poser avant de rencontrer un industriel de la pharma, et inversement, quels sont les besoins des startups, puisqu'il y avait aussi une nécessité d'acculturer peut-être l'industrie pharmaceutique sur c'est quoi une startup, comment ça fonctionne, et finalement qu'est-ce qu'ils ont en tête dès les premiers échanges. Parce qu'il y a une logique de trésorerie, il y a une nécessité de réponse rapide, et on a voulu aussi que les entreprises de médicaments, elles s'engagent pour accompagner ces structures au mieux, pour qu'il y ait finalement une optimisation encore une fois de ces échanges. Donc faciliter, optimiser et informer, c'est les 3 objectifs du guide Première Connexion. Alors je pense que l'enseignement, et il est valable pour les deux côtés, c'est la transparence. C'est que dès le départ, il faut être déjà au fait évidemment de son interlocuteur, mais de savoir qu'est-ce qu'on vient chercher en fait. Puisqu'un industriel pharmaceutique, c'est une somme d'expertise, donc on se retrouve facilement avec beaucoup d'interlocuteurs autour de la table. Et en fonction de ces interlocuteurs, on peut avoir des réponses sur le réglementaire, sur la recherche clinique, sur le marketing, sur l'accès au marché. Et c'est important pour les entreprises du médicament, enfin pour les startups,
de savoir finalement qu'est-ce qu'elles attendent de ce partenariat. Est-ce que c'est pour les accompagner sur de la méthodologie pour une preuve de concept, sur l'élaboration d'un protocole, puisqu'on est face à des industriels qui maîtrisent en fait ces aspects de démonstration, ou est-ce que c'est arriver sur le marché ou alors s'étendre dans d'autres pays, puisque si on va voir le global ou une maison mère, on a aussi cette capacité de pouvoir se développer dans d'autres pays que la France. Donc c'est bien encore une fois de se poser ces questions et d'être transparent sur j'attends de mon partenaire qu'il m'aide là-dessus, j'ai besoin d'aide en fait là-dessus, et c'est ça finalement qui va être pour nous, de notre point de vue en tout cas, qui va favoriser un partenariat réussi sur le long terme en fait, puisqu'on c'est ce qu'on promeut en fait, c'est que les industriels, c'est pas juste une ressource potentielle de financement. Évidemment que la question du financement elle est clé et elle vient rapidement dans les échanges. Pour autant, c'est aussi des experts et c'est une capacité, enfin une potentialité pour les startups aussi de se faire accompagner par des acteurs qui peut les aider ensuite à lever des fonds, parce qu'il y a un accompagnement d'un expert dans la pharma qui valide peut-être un protocole, une méthodologie ou un besoin. Donc en fait c'est vraiment deux parties qui ont une nécessité de se lier, puisqu'on peut difficilement faire sans l'industrie pharma, en tout cas quand on se positionne sur des produits sur la recherche clinique, sur l'IA pour accélérer je sais pas, le recrutement des patients pour les essais cliniques ou pour le développement de nouveaux médicaments. Donc c'est un partenaire indispensable. Pour autant, voilà, la transparence, c'est le conseil clé que je donnerais. Alors ce guide il est disponible en ligne, puisque c'est un guide sur le numérique, on le retrouve sur le numérique. On le retrouve sur les sites de France Biotech et du LEM, directement téléchargeable. Et on doit organiser aussi un événement avec France Biotech en juillet sur la santé mentale en fait. On s'est dit finalement c'est quoi l'étape d'après du guide? C'est peut-être de prendre un cas d'usage. Cette année c'est la grande cause santé mentale, la grande cause nationale. Donc on va essayer de peut-être faire émerger des freins à l'émergence de ces solutions en santé mentale. À l'image du guide, finalement, une fois qu'on a des premiers échanges, des premières collaborations, comment sur un cas d'usage, concrètement, on peut faciliter l'émergence de ces solutions pour qu'elles arrivent le plus vite possible au chevet du patient. Il ne faut pas hésiter à poser les questions directement aux entreprises du médicament. Je pense qu'encore une fois, il ne faut pas oublier que quand on est la pharma, qu'on n'a jamais travaillé en start-up, on a du mal à se rendre compte des enjeux et inversement. Et de même, pour une start-up, on est face à une grande entreprise, on ne comprend pas trop. Et c'est pour ça vraiment qu'on a voulu mettre à plat ce guide. Donc un conseil clé peut-être, ce serait si vous avez un rendez-vous avec une pharma, que vous êtes une start-up, prenez le guide sous le bras et voilà, n'hésitez pas à le ressortir, de dire voilà, moi j'ai lu, les entreprises elles s'engagent à ce qui est quelqu'un qui m'accompagne tout le long du process pour une collaboration. Donc du coup, allons-y, faisons ça ensemble. On est dans une logique de transparence pour mettre en place un partenariat. Donc appliquez ces conseils et prenez-le en main et n'hésitez pas à le ressortir dans vos premiers échanges. Bonjour Laurence Ferraud. Bonjour. Donc vous êtes la directrice générale du LEM. Forcément, dans l'œil de l'e-santé, j'aimerais avoir votre regard au niveau du LEM sur l'importance du numérique dans tout le parcours que vivent aujourd'hui les industriels de santé, essais cliniques, mais également aussi évolution de nouveaux médicaments. Donc, quelle est votre vision en tant que LEM sur l'importance du numérique en santé ? Merci pour m'accueillir ici. J'ai envie de répondre en disant que l'IA, évidemment, c'est une opportunité extrêmement importante, à plusieurs registres d'ailleurs, puisque c'est pour les patients. Si demain, l'accès aux soins permet d'être accéléré grâce à cette intelligence artificielle, alors il faut y aller encore plus vite que l'on le fait aujourd'hui. Ça pose une vraie question néanmoins, c'est l'intelligence artificielle basée sur la data. Il faut donc avoir accès à la data, et là il y a deux sujets pour moi. C'est l'éthique, puisque la data doit respecter absolument les données personnelles également, donc comment on construit une data qui soit éthiquement responsable. Et la deuxième chose, c'est qu'on a la chance en France des données extraordinairement riches. Le parcours d'accès à ces données est encore complexe, et donc nous on appelle de nos voeux à ce que, de façon sécurisée, on puisse, avec nos chercheurs, avoir accès plus facilement aux data. Alors je sais qu'au niveau du LEM, il y a cette notion de confiance avec les acteurs de l'écosystème, mais notamment au niveau des patients. Quelle est votre vision de l'échange qui doit se faire avec les patients par rapport à ces innovations, notamment comme l'IA ?
De façon générale, c'est vrai pour l'IA comme pour tous les sujets. Je pense que nous pouvons intégrer encore et beaucoup plus la consultation des patients dans notre gouvernance. C'est vrai au LEM, donc les industriels du médicament. Les industriels eux-mêmes le font. Je sais qu'évidemment l'administration, les autorités le font également. Je pense que la société civile doit être beaucoup plus intégrée, me semble-t-il, consultée à minima. Moi, je suis pour des gouvernances plus ouvertes et donc ce sujet peut-être pose l'interrogation à nouveau des patients parce qu'il s'agit quand même de nos données, de notre vie. Donc oui, je suis pour accélérer l'inclusion des patients. Il y a aujourd'hui un momentum, on va dire, un contexte géopolitique qui est quand même assez particulier, avec peut-être une chance pour l'Europe. Je crois que c'est une que vous portez. Absolument. Alors moi je suis une Européenne convaincue et c'est le moment de l'Europe. Le moment de l'Europe parce que ce matin on a parlé de souveraineté et je pense qu'il n'y a pas de souveraineté en France sans souveraineté européenne. En tout cas la France peut être un acteur très fort en matière de souveraineté européenne et l'intelligence artificielle peut être vraiment un vecteur pour cela parce que quand on regarde la chaîne de valeur du médicament, au départ il y a l'innovation, il y a la recherche, il y a les essais cliniques, vous le mentionniez. Et aujourd'hui, la France est déclassée en matière d'essais cliniques. On est passé à la 3e place et l'Europe elle-même est déclassée par rapport au reste du monde. Donc si, avec l'intelligence artificielle, nous pouvons accélérer les process pour avoir accès à des essais cliniques plus vite pour les patients, alors peut-être on pourrait retrouver notre leadership en France, en Europe. Merci Laurence. Merci beaucoup.